Et surtout, il va avoir sa renommée qui s'étendra dans toute l'Europe, notamment en Angleterre, où il exécutera des duels pour le prince héritier Georges de Hanovre. Il est aussi musicien de talent, adulé comme chef d'orchestre, admiré comme violoniste virtuose et reconnu comme compositeur émérite. D'ailleurs, lorsque Mozart séjournera à Paris, le chevalier lui fera tellement d'ombre qu'il ne trouvera pas de travail. Donc du coup, il sera obligé de repartir en Allemagne sans néanmoins avoir écouté le son du chevalier afin de le reproduire, notamment avec une symphonie concertante de 1779. Donc là, on va commencer. Je vais vous parler de l'enfance de Joseph, donc, qui est né Joseph Bologne le 25 décembre à Baïf, d'un père colon, planteur esclavagiste, Georges Bologne, et d'une mère esclave créole, née en Guadeloupe, Nanon. Donc, Joseph passe ses 2 premières années à Baïf, où son père le traite vraiment comme son fils héritier. C'est la première fois que l'on voit ça dans les colonies. On n'a pas l'habitude. D'habitude, les mulâtres sont cantonnés à des rôles subalternes, tels que cuisinier, cocher ou encore chauffeur. Et Georges de Bologne décide, lui, de faire de son fils un gentilhomme. C'est quelque chose qui ne plaira pas à la bonne société de Guadeloupe, notamment à un certain monsieur Pierre-Julien Levanier de Robert, et ça déclenchera un duel entre Georges de Bologne et ce monsieur, duel qui sera fatal puisque Pierre-Julien Levanier de Robert mourra 3 jours après ce duel. Georges de Bologne n'aura pas le choix que de partir en France, notamment en emmenant son épouse, sa fille aînée, de 5 ans l'aînée de Joseph, Nanon, et ainsi que Joseph, afin qu'ils puissent être protégés. Parce que lorsqu'on tue quelqu'un, eh ben, on risque de se faire saisir ses biens et on est condamné à mort. Donc du coup, il va être condamné par contumace et il n'aura sa survie que grâce à son frère, Pierre de Bologne, qui est alors conseiller du roi. Donc il aura ses lettres de rémission et il sera gracié et il pourra continuer à être planteur en Guadeloupe. Mais la vie de Joseph va changer puisqu'en arrivant en France, à ce moment-là, il y en a ce qu'on appelle les lois du sol. C'est-à-dire qu'en France métropolitaine, on ne peut pas avoir d'esclaves. Tout esclave qui pose son pied sur le sol de la France est obligatoirement affranchi. Et c'est comme ça que Joseph et Nanon sont affranchis dès 1747. Et Joseph va commencer son éducation qui lui est promise par son père à Bordeaux, où il va avoir des précepteurs et il va commencer à s'initier au violon. Il aura d'ailleurs comme professeur Nicolas Texier de la Boétière, qui est un maître d'armes et surtout un homme de lettres. Ce monsieur est celui qui va inventer le masque d'escrime qui ne sera mis en vogue qu'au XXe siècle. Et pendant son apprentissage avec ce monsieur, le matin, il aura des cours et le soir, l'après-midi, passera son temps en salle d'armes. Il deviendra donc un escrimeur émérite et dès l'âge de 15 ans, il va être défié par Alexandre Picard-Brémond, qui est maître d'armes de Rouen et surtout mousquetaire du roi. Il envoie un défi à Georges de Bologne en lui disant qu'il désire affronter son mulâtre qui est plein d'orgueil. Georges de Bologne promet à son fils une voiture tirée par 4 chevaux s'il réussit à battre cet homme. Le duel a lieu, une foule vient voir ce duel, vient voir ce prodige qu'on acclame déjà comme le meilleur bretteur de France à 15 ans, et c'est ainsi qu'il va battre ce monsieur, il va le défaire, et il sera par la suite, dès 1761, admis parmi les gendarmes de la garde du roi. C'est un privilège à cette époque parce que les gendarmes de la garde du roi c'est un office qui sont essentiellement composés de la noblesse. Et c'est comme ça que Joseph Bologne obtiendra sa particule de chevalier de Saint-Georges en devenant
gendarme de la garde du roi dès l'âge de 16 ans en 1761. Alors, ces talents l'amènent à fréquenter les plus grands noms de son époque, notamment Philippe Égalité, qui est le fils du duc d'Orléans de l'époque. Et ce monsieur a ses entrées dans tous les salons de France, notamment les salons princiers. Et c'est comme ça que Joseph va pouvoir s'acoquiner, parce qu'ils vont devenir amis et ils vont avoir beaucoup de points communs, notamment les armes, la musique, mais aussi le libertinage. Et c'est comme ça qu'ils vont fréquenter les salons et devenir, et que Joseph va voir sa renommée grandir partout en Europe. Le chevalier n'est pas seulement escrimeur, il est aussi virtuose violoniste. Ici, vous avez ces deux professeurs. On va dire que Georges de Bologne a vraiment dépensé beaucoup pour son argent, parce que ici, vous avez Jean-Marie Leclerc, mais aussi François-Joseph Gossec, qui sont à l'époque les deux meilleurs violonistes de France et qui vont initier Joseph à la musique, au violon et à la composition. Joseph va obtenir le surnom d'inimitable. Il obtient en 1769 le poste de premier violon du concert des amateurs, qui est dirigé par François-Joseph Gossec, et il en prendra la direction dès 1773, quand François-Joseph Gossec devra partir pour la direction du concert spirituel. Il sera à la tête de ce concert d'amateurs pendant 7 ans. Pendant ces 7 ans, il aura une composition très prolifique. Il publie l'essentiel de ses compositions, donc avec des quatuors à cordes, des dizaines de symphonies concertantes en 2 mouvements et autant de concertos pour violon en 3 mouvements. En résumé, c'est le son de l'époque. On est en train de passer de la musique baroque à la musique classique. Et on doit à ce compositeur, Joseph Bologne, ce passage qui sera un témoin pour la musique classique. En 1775, il obtient la consécration. Le concert des amateurs est nommé meilleur orchestre pour les symphonies qu'il y a à Paris et même dans l'Europe. Alors, tous ces accomplissements feront que Joseph sera forcément remarqué par les plus grands. Déjà qu'il fréquente le fils du duc d'Orléans, donc le duc de Chartres, il va avoir le regard du couple royal qui vont se poser sur lui. Et Marie-Antoinette viendra très souvent assister à ses concerts. Il devient d'ailleurs même son maître de musique. Et dès 1776, Louis XVI propose que Joseph Bologne devienne le directeur de l'Académie de Paris, à savoir le directeur de l'opéra. C'est un poste qui a été tenu par Lully, par Rameau, et c'est quelque chose qui va vraiment provoquer l'indignation chez certains qui sont très jaloux du succès de ce mulâtre. On ne comprend pas comment quelqu'un de cette couleur est arrivé aussi haut et qui puisse prétendre à avoir ce poste-là. Il y aura une cabale raciste contre Joseph Bologne, et des vedettes donc, de l'opéra refuseront de se laisser diriger par un mulâtre et feront une pétition à Marie-Antoinette pour que ce soit annulé. Elle n'a pas d'autre choix que de reculer. Elle désavoue son ami et favori, mais en contrepartie, Madame de Montesson, qui est l'épouse du duc d'Orléans, décide de l'engager comme directeur de son théâtre, et dès lors, son théâtre, le théâtre de Montesson, est complet tous les soirs. Alors que l'opéra se vide. L'opéra qu'on lui a dénié, plus personne n'y va, il préfère tous aller au théâtre de Madame de Montesson. Il sera au cours de sa vie à la tête de plusieurs orchestres, notamment le Concert des amateurs de 1773 à 1781, et il va aussi créer un concert qui est le concert de la Loge Olympique, qui a pour particularité d'être composé uniquement de musiciens francs-maçons. Alors, on continue avec le chevalier militaire. Il faut savoir que cher Georges, parallèlement à sa carrière musicale, au départ, son père le vouait à une carrière militaire. C'est pour ça qu'il l'a mis à l'Académie de la Boétière, afin qu'il puisse faire ses galons et puisse devenir officier. Son père, d'ailleurs, lui achètera une charge
qui est la charge de contrôleur des armées, qu'il tiendra pendant 11 ans. Donc vous imaginez les honneurs pour un mulâtre à cette époque-là, surtout dans cette France qui commence à devenir vraiment raciste. Alors, délaissant pas l'armée pour la musique, il ne reviendra à sa formation première que sous la Révolution, où il intègre la garde nationale de Lille en tant que capitaine sous les ordres du duc d'Orléans, Philippe Égalité. Et en 1792, il est promu colonel de la Légion des Américains du Midi, c'est-à-dire la Légion Noire. Et oui, en 1792, la Convention a créé ce qu'on appelle la Légion Noire, c'est-à-dire que vous avez des volontaires des Antilles et des comptoirs africains qui se présentent devant l'Assemblée législative et qui demandent à créer une légion. Et c'est Saint-Georges qui en reçoit le commandement en vertu de tous ses accomplissements et aussi de sa carrière militaire, parce que très peu de ces volontaires ont pu avoir une carrière militaire dans les colonies. Ça devient la Légion Saint-Georges et pendant une bonne partie de la Révolution, c'est eux qui défendront le nord de la France, notamment l'île, et ils arriveront même à déjouer le complot du général Dumouriez qui avait pour projet de trahir la Convention et de trahir la République. Malheureusement, cet engagement militaire finira dans les larmes parce que Joseph Saint-Georges, en vertu de tous ses contacts avec les anciens monarques et leurs familles, en 1793, vous avez ce qu'on appelle la terreur. Vous allez avoir énormément de personnes qui vont être accusées d'être des monarchistes et qui seront guillotinées. Lui, il va être emprisonné au château d'Audinville, dans l'Oise, et il ne va en ressortir que le 27 juillet 1794, à savoir à la destitution de Robespierre. Il sera destitué de son commandement et il sera complètement révoqué en 1795. Durant son incarcération, il sera notamment dans le couloir de la mort. Tous les jours, il s'attend à ce qu'on vienne le chercher pour le guillotiner. Et c'est pendant son incarcération aussi que la Convention va enfin voter l'abolition de l'esclavage pour laquelle il s'était notamment battu en s'inscrivant dans cette Légion Noire. On ne peut pas parler du chevalier de Saint-Georges si on ne parle pas aussi de son engagement en tant que franc-maçon. Il faut savoir que dès ses origines, la franc-maçonnerie accorde une place privilégiée à la musique. Et au XVIIIe siècle, 2 tiers des musiciens les plus connus sont francs-maçons. En effet, ils font de la musique d'agrément pour les cérémonies. Et Joseph, qui est donc le meilleur ami de Philippe Égalité, se fera introduire à la franc-maçonnerie grâce à son ami qui le fera passer son initiation avec une toge sur la tête. Il faut savoir qu'une initiation franc-maçonne se fait avec d'un bandeau sur les yeux. Là, on va lui mettre une toge sur la tête pour vraiment empêcher les gens de voir qu'il est mulâtre et de voir qui il est. Donc, on l'initie avec joie et c'est avec surprise qu'on va aussi l'accepter en tant que franc-maçon, car comme l'un des plus grands musiciens de son temps. Alors, on continue. Il va être membre de 3 loges, notamment la Saint-Jean d'Écosse du contrat social. Il va être intronisé dans la loge des 9 sœurs et il fera aussi partie de l'Olympique de la parfaite estime, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le concert de l'Olympique. Donc, il faut savoir qu'il va être nommé au 30e degré d'un ordre qui en compte 33, c'est-à-dire qu'il était à 3 degrés de devenir maître maçon et de pouvoir constituer sa propre loge. Alors, les dernières années de sa vie, après la terreur, il va se voir confier la direction de l'orchestre du Palais Royal. C'est-à-dire qu'il est destitué, il tombe en disgrâce, mais tout le monde se souvient du compositeur de talent qu'il est. Et donc, tout le monde, les salons se l'arrachent, et il va passer les 4 dernières années de sa vie à composer énormément d'airs, de concertos, de sonates, et ainsi que des symphonies concertantes. Malheureusement, un ulcère à la vessie le ronge et le 10 juin 1799, le premier compositeur noir de l'histoire de la musique classique s'éteint.
On va y avoir beaucoup pardon, de mémoire pour lui, d'hommage. Et malheureusement, 3 ans plus tard, il va connaître une seconde mort, puisqu'avec le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte, son œuvre va être proscrite, parce que les esclavagistes refusent de tolérer qu'un noir puisse composer une si belle musique, et surtout d'écouter la musique d'un noir. C'est aussi au XIXe siècle que vous allez avoir la plupart des théories, des pseudosciences racistes qui vont vraiment chercher à inférioriser le noir et donc à le maintenir dans l'esclavage. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un musicien de cette origine qui soit joué dans les plus grands salons de l'Europe. Donc Napoléon sera à l'origine vraiment de sa disparition dans les mémoires, mais il faut savoir que les spécialistes, à savoir les maîtres d'art, les escrimeurs, les violonistes, connaissent très très bien ce monsieur, car il a été célèbre dans tous ces cercles de professionnels. Alors, on va parler de son œuvre musicale. Il commence à composer dès l'âge de 27 ans. Et son œuvre est très riche et on dénombre ainsi près de 290 œuvres originales et partitions qui ont pour beaucoup d'entre elles été perdues. Alors, de son temps, ses détracteurs vont le traiter d'imitateur, de singe savant, mais il répondra toujours à cela par des salles de concert pleines, à craquer, parce qu'il est autant populaire chez la noblesse que chez le bas peuple. Alors, sa composition se compose essentiellement d'airs pour voix et piano, de sonates pour violon, de concertos pour violon, de quatuors pour instruments à cordes et de symphonies concertantes. Il va aussi écrire pour d'autres instruments, notamment pour du clavecin, pour le hautbois, ainsi que pour la clarinette. Il aura d'ailleurs une sonate de clarinette qui sera très célèbre. Malgré la censure dont il a été victime, la célébrité et la renommée du chevalier de Saint-Georges ne s'est jamais réellement éteinte, en particulier, donc je vous le disais, chez les passionnés d'escrime et de musique. De nombreuses biographies ont été écrites à son sujet, bien qu'elles soient imparfaites, en particulier en ce qui concerne ses origines. Elles sont toutes unanimes en ce qui concerne le prestige de cet homme, qui a obtenu, par le mérite de ses seuls talents, poli par l'amour et la foi d'un père, qui croyait fermement à la valeur de son fils en dépit des mœurs de son époque et de sa couleur de peau. En conclusion, je dirais que M. Joseph Bologne de Saint-Georges, dit chevalier de Saint-Georges, a été et sera jamais un personnage d'immense talent reconnu comme un maître d'armes de renommée internationale, un violoniste virtuose qui brilla dans les plus grandes salles d'Europe, un compositeur de génie dans le style classique de son époque, car il aida vraiment à développer la musique classique, comme les grands compositeurs de son époque, qui ne sont pas tombés dans l'oubli, un chef d'orchestre talentueux, un gentilhomme du monde, ami du duc d'Orléans, intime de la reine du royaume de France, Marie-Antoinette, le premier homme de couleur admis dans une loge de franc-maçonnerie, un abolitionniste engagé qui fera tout pour réussir à avoir une légion de couleurs. Il faut savoir que les Antilles ne connaîtront de légion qu'à partir du XXe siècle, lorsqu'on fera le service militaire en 1913, avant la Première Guerre mondiale. Donc près de 2 siècles avant que les hommes de couleur puissent accéder aux armes. Un colonel d'armée au commandement de la Légion sergent, un homme d'esprit éclairé. Ici, vous avez ce très beau tableau qui a été commandé par le prince Georges de Hanovre, où on voit le chevalier Saint-Georges affronter le chevalier d'Éon, donc qui était un homme qui s'habillait en femme, lors d'un assaut à la Carlton House, et c'est en 1787. Donc c'est un tableau qui va être reproduit de très nombreuses fois et qui fera partie de la collection de nombreuses salles d'escrime. Il faut savoir aussi que de nombreux portraits du chevalier ont existé et la plupart de ses amis ont voulu avoir son portrait chez eux. Il avait une telle aura, une telle célébrité et surtout une telle beauté que la plupart des nobles de cette époque voulaient avoir le portrait de Joseph Saint-Georges chez eux. Ici, vous avez une photo
réalisé par IA qui montrerait le Joseph actuel si jamais il avait vécu à notre époque. Et c'est ce qui va conclure mon intervention. Je vous remercie de votre attention et